Bonjour mesdames et messieurs, alors aujourd'hui, pour changer, on va parler moto. Et quelle moto? Je vais vous présenter ma moto qui est là devant. C'est une Suzuki V-Strom 650 de 2007 ABS en A2. Alors, désolé, elle est assez sale, je viens de rentrer du contrôle technique là. Oui, le contrôle technique pour les motos est passé. On est obligé de s'y plier. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? Ça fait un peu moins d'un an que je l'ai, depuis août de l'année dernière. J'ai pas beaucoup roulé, j'ai fait, je pense, 5000 km avec. Je roule beaucoup en voiture, mais pas énormément en moto. J'ai fait pas mal de modifs. Quand je l'ai achetée, elle était quasiment full stock. Elle avait juste un top case et les pare-mains, mais je crois que ça c'est une option Suzuki. Donc elle est rouge, une sorte de rouge bordeaux. Critère 2 vu qu'elle est de 2007. Donc c'est un trail. Trail mais plutôt routier. Ça veut dire qu'on peut faire un peu de tout chemin, mais ça s'arrête là. C'est pas fait pour faire vraiment voilà quoi, du franchissement, de la forêt, de l'enduro. C'est un trail routier. Pourquoi j'ai pris ça? Avant ça, j'avais une Kawasaki Versys 300, Versys X300. Une moto que j'ai pas gardée très longtemps, je l'ai gardée 4 mois, je crois. Parce que en fait, c'était pas assez puissant. Enfin, plutôt, ce n'était pas assez coupleux. Donc 40 chevaux, mais il y avait que 25 Nm de couple. Sur l'autoroute, c'était la galère, sachant que moi, je fais pas mal d'autoroutes. Pour maintenir le 130, la moto était déjà à la peine, donc voilà, j'ai acheté après cette V-Strom. Donc je vais vous parler quoi, le mécanique. Donc c'est un bicylindre en V. Donc c'est le moteur de la SV650 en fait, qu'ils ont un peu modifié à la façon trail. Ça veut dire que donc notamment je pense niveau admission à Bracam, ils l'ont modifié, donc il sort un peu moins de puissance mais plus de couple, ce qui va plus avec l'esprit trail. Il sort en full 67 chevaux au lieu de 76 chevaux sur la SV, mais il sort un peu plus de couple, 5 ou 10 Nm de plus. Donc c'est parfait vu que la moto est plus lourde et que c'est le genre de moto on roule plus sur le couple que sur la puissance. On est très rarement en rupteur en V-Strom. D'ailleurs j'ai jamais atteint le rupteur avec. Voilà, boîte 6 vitesses, classique. Cela c'est un modèle ABS. C'était une option à l'époque. C'est un modèle A2 vu que je suis en permis A2. Il me reste encore un an. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, la conduite, j'adore. Pourquoi? Alors, moi, je suis plutôt... dans tous mes véhicules, je suis plutôt véhicule utilitaire. C'est-à-dire que j'aime bien les véhicules qui peuvent tout faire et j'aime pas avoir trop de contraintes. Et c'est pareil pour la moto. Pour moi, la moto, ça peut être un daily aussi par période. Ça peut arriver pendant une semaine. Je prends que la moto pour aller au boulot. Donc j'aime bien quelque chose de très polyvalent. Donc ce que je cherchais, c'était une moto déjà plutôt trail, parce que j'aime le look trail et je suis un plutôt grand, donc c'est plus agréable de conduire un trail. Je cherchais une moto avec pas mal de protection, assez bon gabarit, sur laquelle on peut rouler en duo sans vouloir sentir que la moto a du mal. Je voulais aussi pouvoir mettre de la bagagerie. Donc d'où le choix d'un trail. Et voilà, je voulais quelque chose de très fiable, donc d'où le choix d'une Jap et aussi un bon budget, enfin un budget assez raisonnable. Donc pareil, les Jap, c'est ce qu'il y a de moins cher, de plus fiable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais peut-être devoir bouger le Q3 parce qu'il y a quelqu'un qui descend. Je vais mettre un peu. Non, c'est bon. Alors, et du coup, leur budget, un V-Strom 650 première génération, ça se trouve entre 2000 et 4000 euros, selon le kilométrage, selon l'équipement, selon l'année. C'est-à-dire qu'à partir de 2007, donc on est en norme Euro 3, si je ne me trompe pas, ou Euro 2.
Et on passe critère 2, il y a un catalyseur, voilà. Donc pour les gens qui font de la ville, c'est pratique. On peut avoir aussi l'ABS. Moi, c'était un critère important vu que je suis jeune motard. Je voulais pas me mettre particulièrement en danger. Je voulais un modèle assez équipé, mais malheureusement, quand je suis... ils vont croire que je parle tout seul. C'est bon, la personne est partie. Je peux continuer à parler. Alors, et voilà, je voulais une moto assez sécuritaire. Donc, je voulais l'ABS. Je voulais une moto aussi assez grosse pour aussi niveau confort. Donc, quand on fait, par exemple, 200 km d'autoroute, voilà. Si on est sur un petit roadster, c'est très inconfortable. Je voulais une moto avec une consommation assez raisonnable. Là, ça va. En roulant normal, en mixte, on est en 5, je fais du 5 litres 2 environ. Sur autoroute, je fais du 6 litres. Et en ville, je pense que je suis aussi dans les 5 litres 5, 6 litres. Donc voilà. On va parler équipement. Équipement, modif, tout ça. Alors, je vais allumer pour que vous voyez, il y a des ampoules à LED qui ont été montées par l'ancien proprio. Hop. Donc les feux de croisement et plein phare. Donc ça c'est très pratique parce que on nous voit de loin. Donc les voitures nous voient et aussi la nuit on voit beaucoup mieux parce que les motos en halogène ça a tendance à ne rien éclairer du tout. Et là ça éclaire vraiment pas mal. Donc ça c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis. Ça je pense que c'est une option Suzuki donc ça a dû être mis à l'origine. Corrigez-moi si je me trompe. Les pare-mains JV. Ou alors peut-être qu'ils étaient badgés dessus. Mais j'ai vu beaucoup en fait de Vestrom, même full origine avec ces pare-mains là. Donc je me dis que c'était peut-être une option proposée d'origine. Poignée chauffante. Alors j'ai mis des poignées chauffantes assez basiques. C'est pas toute la poignée qu'on remplace. Là c'est une sorte de poignée qu'on enroule autour de la poignée d'origine. Et bah voilà, ça fait le même effet. Bon, niveau esthétique, niveau finition, c'est moins beau parce qu'on voit qu'il y a quelque chose autour. Mais niveau effet, franchement, ça chauffe très fort. C'est vraiment aussi efficace que des poignées qui reprennent vraiment le design de la poignée d'origine. Mais aussi, j'avais un peu la flemme de démonter la poignée ou alors il faut mettre par-dessus. Je sais pas, j'ai pas regardé de vidéo. Mais voilà, ça c'est une solution un peu coûteuse, assez fiable, facile à installer. Un support de téléphone. Donc voilà, ça s'écarte en fait avec une main, j'ai pas assez de force, mais ça s'écarte et on peut mettre voilà tous les téléphones de peut-être 4,5 jusqu'à 7 pouces. Une prise USB, ça c'est pas mal quand on fait des longs trajets, donc pour le GPS, le Coyote, tout ça. Voilà, on risque pas de vider la batterie de son téléphone. Je n'ai pas mis d'indicateur de rapport engagé, j'aurais pu, mais pour moi, ça n'avait pas spécialement d'utilité. C'est très rare que je perde le rapport, enfin que je perde en tête sur quel rapport je suis. Et je connais, à force de conduire, je connais l'étagement de la moto, donc moi, ça m'est pas jugé utile, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui y mettent un indicateur de rapport engagé. Donc ça couvre réservoir en cuir Baxter. Ça a été aussi installé par l'ancien ou l'ancien proprio, parce que je crois avant moi il y a eu 2 proprios, je suis le 3e. Donc couvre réservoir Baxter. Crash bar et sabot head, c'est la marque. Je crois que c'est polonais. Ça c'est moi qui l'ai installé. J'ai payé ça il me semble dans les 300 €. Donc ça permet, bon moi je fais pas de tout terrain. Mais ça permet que si vous faites du tout-terrain ou si même jamais vous montez un trottoir trop haut ou quoi, que s'il y a quelque chose, bah, le moteur ne prenne pas. Donc ça protège. Donc voilà, si vous prenez des pierres ou n'importe quoi, bah, au lieu que le moteur ou l'échappement prenne, bah, là la plaque va protéger tout.
Et même ça rajoute un style baroudeur. Comme c'est un trash, j'aimais bien je voulais lui donner un style un peu plus baroudeur, donc j'ai mis ça. Crash bar, c'est très pratique. Ça, c'est... On va allumer la lumière. Si la moto tombe, ça permet que, il y ait beaucoup moins de pièces qui soient abîmées. Parce que là, si la moto tombe sans les crash bars, on a tous les carénages qui prennent, les clignotants, tout ça. Les, les leviers, enfin, les commandes en bas, là, au pied, bref. Alors que là, ça permet de protéger voilà, toute la partie. Il y a peut-être le guidon qui va toucher, mais sinon, si la moto tombe, ça va protéger. Et pareil, ça donne un look très aventurier, baroudeur. Donc j'ai mis les deux. C'est un kit qui vendent crash bar plus le sabot. J'ai mis aussi une béquille de stand constante, c'est moi qui l'ai installée. Ça aussi, pour moi, c'est quasiment indispensable parce que ça permet déjà de mieux stabiliser la moto. Pour la garer, on peut la garer à plat. Donc, par exemple, même pour voir le niveau d'huile, les niveaux même liquide de refroidissement, enfin tous les niveaux, c'est plus pratique. Ça permet de bien stabiliser la moto. Et ça permet aussi niveau maintenance pour faire l'agressage et la tension de chaîne. On n'a pas besoin d'acheter par exemple une béquille de stand et mettre des petits qu'on appelle ça, qu'on visse ici. Land hop, on met sur la béquille centrale. La roue arrière est libre, on peut faire sa tension de chaîne, on peut graisser la chaîne. Donc c'est hyper pratique. Sur un trail, pour moi, une béquille centrale, c'est indispensable. Et après, il y a la bagagerie. Donc la bagagerie, quand j'ai acheté, il y avait un top case qui n'était pas celui-là, c'était un monolock. Il était très moche, donc je l'ai vendu. Celui-là n'est pas non plus extraordinaire, mais l'autre était pire. Je suis passé sur du monoki, donc il y avait juste un support de top case. Donc moi, j'ai rajouté les supports de valises pour avoir des valises. Comme la moto est assez large et je voulais quand même qu'elle soit utilisable en ville, faire un peu d'interfile, j'ai mis des valises E22 qui sont assez fines et qui permettent de pas trop élargir la moto. Donc ça fait que là, comme ça, j'arrive à faire de l'interfile assez facilement. Pas aussi facilement que d'origine, mais j'arrive quand même... si je me mets en face, on voit que ça dépasse à peine du guidon. Donc en gros, si le guidon passe, à l'arrière, ça passe. Voilà, ça arrive. Il doit peut-être avoir 2-3 cm de plus, mais c'est tout. Donc top case en 45 litres. Et les valises font 22 litres chacune. Donc on a 44, 40, qu'est-ce que je raconte? 51, je sais plus compter. On a 91 litres en tout avec le top case et les deux valises. Le pot est d'origine. Moi, je trouve que ça fait déjà un assez beau bruit et largement assez de bruit d'origine. Pour moi, c'est pas nécessaire sur ce genre de moto de mettre un pot. Peut-être que si on a une GSX-R ou un Roadster, voilà. Mais sur ce genre de moto, pareil pour mon ancienne, ma Versys, j'ai pas trouvé utile de changer le pot. Et en plus, maintenant qu'il y a le contrôle technique, c'est encore plus compliqué parce qu'il contrôle la pollution. Donc, si vous achetez un pot, la plupart sont décatalysés. Bah, vous devez remettre le pot d'origine. Donc, voilà, démonter, remonter, ça fait de la main-d'œuvre. Voilà, donc pour les modifs, je crois que ouais, c'est tout ce qu'il y a. Pneus, on est sur du Metzeler à l'arrière. C'est du Tourance Next 2. Donc c'est des pneus route. J'ai pas mis des pneus mix ni des tout-terrain. Tout-terrain, c'est je fais pas de tout-terrain. Et mix, chemin, ça peut peut-être m'arriver comme ça occasionnellement pendant quelques minutes. Donc j'ai mis vraiment des pneus mixtes. Comme ça, j'ai les meilleures performances. Enfin, j'ai mis des pneus route. Comme ça, j'ai les meilleures performances possibles sur la route, vu que je ne fais que de route. Ça, c'est du Michelin Road 6. Donc c'est un peu ce qui se fait de mieux en pneus routiers moto. Celui-là, il est quasiment neuf. Je l'ai monté, je crois, il y a 1000 ou 2000 km, qu'il y avait le même qu'à l'arrière, mais il était mort. Donc, je l'ai changé. Et rien à redire. J'ai jamais, jamais glissé ou quoi. Après, je roule pas comme un fou, mais ça tient très bien la route.
Par contre, à l'arrière, je pense que c'est l'un défaut de la moto, c'est que l'ABS est très sensible. On déclenche, avec le frein arrière, on déclenche très très rapidement l'ABS. Il suffit de voilà, qu'il y ait une petite irrégularité sur la route et hop, donc c'est assez désagréable. L'amortisseur arrière est réglable. Après, j'ai jamais eu. Ouh, je suis vraiment fatigué. J'ai jamais ressenti le besoin de le régler, voilà. Hmm, Franchement, j'adore cette moto. Pour moi, enfin, pour mon utilisation, c'est la moto parfaite en A2. Si vous cherchez, enfin, si vous êtes plutôt grand gabarit, que vous cherchez une moto qui peut tout faire et notamment faire des longs trajets, qui peut en faire du duo. Pour faire du duo, c'est une moto incroyable. C'est une des meilleures motos, on va dire en moyenne cylindrée pour faire du duo. La selle est assez large, très confortable. Voilà, on peut mettre de la bagagerie. C'est alors niveau esthétique, j'avoue que c'est pas hyper sexy. C'est pas la moto, surtout quand on la regarde comme ça de devant. L'arrière est un peu vraiment, on va dire vertical et pas, il a pas une gueule, voilà quoi, spécialement sexy. C'est pas un traceur, quoi, clairement. Moi j'aime bien, mais je comprends que c'est un look un peu moto de papy quoi. Donc l'esthétique, on va dire, le principal défaut. Après, le défaut que c'est l'avantage, c'est que du coup, c'est une moto qui n'est pas recherchée. Quand je parle recherchée, c'est le vol. Donc c'est pas des motos qui sont volées. Donc vous pouvez moi, à chaque fois que je l'ai garé dehors, j'ai jamais mis. J'en ai eu, comment dire, j'en ai un avec ce obligatoire pour l'assurance, un U homologué, enfin une chaîne avec un U homologué, mais j'ai jamais attaché la moto quand je l'ai mise dehors. Je mets juste le Neyman et voilà. La consommation par rapport à la taille de la moto est correcte. C'est ni pas beaucoup, ni beaucoup. Voilà, c'est dans la moyenne, 5 litres. Si la moto est bien entretenue, donc bougie, filtre à jour, tout ça. Donc, généralement, c'est 5 litres en mixte. En conduite normale, sans faire attention, sans non plus faire le fou. Elle est très très confortable je répète, sur autoroute. Au niveau tenue de cap, la moto tient son cap très facilement. Comme elle est assez lourde, ça aide pas mal. La Versys que j'avais, qui était un trail mais assez léger, la tenue de cap était plus difficile. Là aussi, la position, on est vraiment bien droit. Donc, on n'a pas mal au dos sur les longs trajets. Par contre, la selle, moi, je fais un peu moins de 80 kilos. Jamais au bout entre 1h30 et 2 heures, on commence un peu à avoir mal aux fesses. Donc, il est temps de faire une pause, on va dire tous les 2 heures, c'est pas mal. Après, avec une selle confort, ça règle ce problème. Un petit défaut, je trouve qu'elle est un poil basse, la selle pour un trail. On est à 820 mm et généralement dans cette cylindrée, les trails ont 600-700, on est à 840. Si on prend un Versys 650, c'est 840. Et moi qui suis grand et qui ai plutôt des grandes jambes, on va dire que j'ai les jambes un poil trop pliées à mon goût. Donc pour les petits gabarits, ce sera parfait, mais pour les grands gabarits, après, avec une selle confort, on peut gagner quelques centimètres, donc ça peut être intéressant, mais je la trouve un poil basse pour un trail, donc c'est dommage. Elle a la hauteur d'une routière, quoi, on va dire. Hmm, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moto très fiable, très très fiable. C'est des moteurs qui peuvent aller sans problème à 200 000. Alors sur les SV, il y a beaucoup de problèmes de bloc HS parce que le cylindre avant, si je ne me trompe pas, ou l'arrière, serre. Parce qu'en fait, c'est un moteur qui a été mal conçu, qui ne supporte pas le wheeling. Donc si vous regardez en annonce, vous verrez pas mal de SV 650 qui ont le moteur serré parce que les gens en fait ils font du wheeling, ça déjauge à l'avant et ils serrent le moteur. Sur la V-Strom, vu que c'est un trail, il y a très peu de gens qui s'amusent à faire du wheeling. Moi, j'aime même pas essayer parce que déjà, il n'y a pas assez de puissance. Pour moi, pour faire du wheeling, il faut soit que la moto soit très légère, soit faut qu'il y ait au moins
100 chevaux sur des motos comme ça, franchement, tu vas te mettre plus en danger qu'autre chose à essayer de lever. Donc, on n'a pas ce problème sur la V-Strom. Et peut-être qu'ils ont revu un peu le système d'huile, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais vu de V-Strom avec un moteur serré, alors que j'ai vu beaucoup de SV et c'est la même base moteur. Niveau entretien, c'est assez régulier. Après, à cette époque, c'était dans la moyenne, mais la vidange, c'est tous les 6000. Bougie, si je me trompe pas, c'est tous les 12 000. Jeu aux soupapes tous les 24 000. Après, les consommables ne coûtent pas spécialement cher, mais c'est galère à changer. Notamment, là, il faut que je fasse les bougies, le filtre à air. Faut enlever la selle, faut démonter le réservoir, faut enlever tous ces carénages-là parce que le filtre à air est sous le réservoir. Et les bougies, ici, il y en a 2 par cylindre. Donc, il faut décaler même le radiateur, il faut le faire pivoter. Il y a une petite plaque, je crois, enlevée, je ne sais pas où. Ah non, ici, il est en haut. Il y a eu des vidéos où il devait déplacer. Il a peut-être été déplacé. Où ils enlevaient ça. Là, je sais plus, je crois que c'est le régulateur. Mais il y a une bougie là sur le côté, en fait. Et une bougie juste derrière le radiateur. Pour la vidange, c'est très facile. Bon, là, je dois enlever du coup mon sabot parce que ça permet pas. Enfin, on peut enlever le filtre à huile, mais ça va couler. Donc, pour faire la vidange, j'enlève le sabot. J'ai déjà fait aussi un embrayage, c'est assez facile. Le seul défaut, c'est que le carter, il est commun au carter d'eau, donc on est obligé de faire la purge en même temps, mais bon, ça fait pas de mal. Mais sinon, au niveau maintenance, ça ne coûte pas très cher à maintenir, par contre, c'est un peu chiant. Après, j'ai pas eu beaucoup de motos pour comparer, mais voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais résumer les qualités et les défauts. Donc les qualités de la moto, c'est le confort, la possibilité de rouler en duo très facilement, possibilité de mettre de la bagagerie, de charger vraiment beaucoup la moto sans vraiment sentir voilà, que la moto est au bout de sa vie. Moto très fiable et moto pas chère. Les inconvénients, intervalle d'entretien assez serré. Mais à cette époque-là, c'était courant. Aujourd'hui, maintenant, on peut trouver des motos avec des vidanges à 10 000, 12 000 km, des jeux soupapes tous les 40 000. Mais à l'époque, voilà. Autre inconvénient, l'esthétique, c'est pas hyper sexy. Ça, je vous l'accorde. Ça fait un peu moto de papy. Et un autre défaut, l'équipement, après à l'époque dans les motos, à moins d'aller dans le trop de gamme, il n'y avait pas énormément d'équipement. Mais là, il n'y a pas d'origine, je veux dire, on n'a pas d'option poignée chauffante, je vais rallumer la lumière. On n'a pas de prise USB d'origine. Pas de shifter, après c'est un trail, donc pour moi pas besoin de shifter, mais voilà quoi. On avait juste l'ABS en option. Et il y avait une version, je crois qu'avec de la bagagerie, on pouvait la commander avec de la bagagerie. Je sais plus si c'était une version GT mais il y avait une version qu'on pouvait commander avec de la bagagerie. Écoutez, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions ou s'il y a eu des proprios de V-Strom ou des gens qui sont intéressés par le modèle, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaye de répondre assez vite. Généralement, quand je vois un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, en général, je réponds dans la journée ou le lendemain. Pour le format aussi, actuellement, moi, je regarde, pas en entier, mais quelques morceaux des vidéos avant de les uploader. Et c'est un format un poil brouillon. Je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure des vidéos. De peut-être commencer à faire quelques montages aussi. D'essayer d'améliorer la vidéo. Si vous avez des commentaires constructifs dans ce sens-là aussi, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une présentation de véhicule ou autre chose. Voilà. Ciao.